Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux transformations nucléaires. Dans cette vidéo, on va tout d'abord voir comment identifier les isotopes, comment écrire les transformations nucléaires, notamment les transformations alpha, bêta-, bêta+, et les transformations de fission et de fusion. Et enfin, on terminera avec les aspects énergétiques des réactions nucléaires. Mais avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner si tu es au lycée et que tu souhaites avoir accès à du contenu pour t'aider à avoir d'excellentes notes en physique et en chimie. Le tableau périodique des éléments, c'est un outil que tu as forcément déjà vu. On l'utilise notamment pour organiser les éléments chimiques connus. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver les éléments qui vont être organisés en rangées horizontales qu'on va appeler des périodes et en colonnes verticales qu'on va appeler des groupes ou des familles. Chacune des cases du tableau va contenir le symbole chimique, le numéro atomique, le nom et des informations sur un élément chimique donné. Au total, dans l'univers, on va avoir un peu moins de 120 éléments chimiques différents, soit naturels, soit produits par l'homme. Et certains vont être stables, et certains vont être instables, et donc radioactifs. Mais attention, 120 éléments chimiques différents, ça ne veut pas dire qu'on va avoir que 120 atomes différents. En réalité, il va y avoir des variantes pour chaque élément, et ça c'est ce qu'on va appeler des isotopes. Et bien sûr, tu peux avoir des isotopes d'un même élément qui vont être stables, et d'autres qui vont être instables. Les isotopes, ce sont donc des formes d'un élément chimique qui vont avoir le même nombre de protons dans leur noyau, mais un nombre différent de neutrons. En conséquence, ils vont tous avoir le même numéro atomique, donc pour l'hydrogène ça va être le 1, le même symbole chimique, donc ici le H pour spécifier qu'on a affaire à de l'hydrogène, mais un nombre de neutrons et donc de nucléons différents, ce qui va avoir également une influence sur leur poids atomique. En revanche, puisque les isotopes ont tous le même nombre de protons, ils auront les mêmes propriétés chimiques. On a donc des propriétés chimiques identiques, mais des propriétés physiques différentes. Et en particulier, certains isotopes pourront être stables, c'est-à-dire qu'ils ne subiront pas de désintégration radioactive, alors que d'autres pourront être instables et se désintégrer. Dans mon exemple avec l'hydrogène, l'isotope le plus présent naturellement a 0 neutron et il est stable. Celui qui a un neutron qu'on appelle également le deutérium est lui également stable. Mais celui qu'on va retrouver avec 2 neutrons, le tritium, est lui instable. Je te rappelle que les noyaux, on va toujours les préciser en ayant le symbole chimique, ça c'est le grand X, dans l'exemple avec l'hydrogène c'était le H. Et à gauche on va avoir 2 chiffres ou 2 nombres, ça dépend de la taille du noyau. En bas on va retrouver ce qu'on appelle le numéro atomique, autrement dit c'est le nombre de protons qu'on a dans le noyau. Et en haut on aura le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus de neutrons. Et on va reconnaître les isotopes, puisqu'ils auront tous le même symbole chimique, ici le H, tous le même nombre Z, donc ici le 1, pour spécifier qu'on a un proton, mais des nombres A, autrement dit des nombres de nucléons différents. En revanche, si on a des éléments chimiques qui ont le même nombre A, donc le même nombre de nucléons, ce ne sont pas des isotopes. En particulier, tu peux retrouver du carbone 14 et de l'azote 14. Ça, ce sont deux éléments chimiques bien différents. Dans la nature, un noyau peut se désintégrer selon 3 processus spontanés et naturels. On va ainsi retrouver les désintégrations alpha, bêta- et bêta+. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un noyau donné pourra se désintégrer selon ces 3 processus naturels. En règle générale, un noyau peut se désintégrer selon soit aucun de ces processus, soit selon un de ces processus bien spécifiques. Ainsi, la désintégration alpha elle va se produire lorsqu'un noyau instable va émettre une particule alpha. Et une particule alpha, c'est essentiellement un noyau d'hélium, c'est-à-dire un noyau composé de 2 protons et de 2 neutrons. Et on va ainsi se retrouver avec un noyau plus petit, un noyau qui aura perdu 2 neutrons et 2 protons. Dans la désintégration bêta-, on va ici émettre un électron. C'est ce qu'on appelle la particule bêta-. On va là se retrouver avec un noyau qui aura gagné un proton. Et enfin, on peut avoir la désintégration bêta+, qui va se produire lorsqu'un noyau instable va émettre un positron, c'est-à-dire un électron mais qui a une charge positive, et ça c'est ce qu'on va appeler la particule bêta+. Dans ce cas-là, on va également se retrouver avec un noyau qui aura perdu un proton. Lorsque tu vas avoir n'importe quelle transformation nucléaire, tu vas avoir 2 lois dites de conservation qui vont pouvoir s'appliquer. Et ces lois, elles te disent en particulier que les nombres Z et A vont rester inchangés. Si on prend l'exemple lors d'une désintégration alpha, on voit que initialement on avait un nombre A de nucléons. Et lorsque la désintégration a eu lieu, le nombre A va se répartir sur 2 éléments. On va avoir 4 sur le noyau d'hélium, et on va avoir A-4 sur le nouveau noyau créé. Si on fait l'addition des deux, A-4 plus 4, ça nous donne A. On a bien conservé le nombre A. Si on avait 100 nucléons avant la désintégration, on en aura 100 après la désintégration. Et pour la conservation du nombre Z, ça marche exactement de la même manière. On va conserver le nombre de protons qu'on va avoir avant et après la désintégration.
Ces deux lois de conservation sont vraiment essentielles à comprendre. Tu vas rencontrer beaucoup d'exercices qui vont les utiliser d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on va te dire qu'on a une désintégration β-. Toi, tu devras savoir que lors d'une désintégration β-, on émet un électron, et tu devras en déduire la nature du noyau qui va être produit lors de cette désintégration β-. On vient de voir qu'il y avait 3 désintégrations radioactives spontanées. Mais on peut aussi avoir des transformations nucléaires qui vont se réaliser sous certaines conditions. On va ainsi rencontrer la fission nucléaire qui a notamment lieu à l'intérieur des centrales nucléaires qui fonctionnent à l'uranium. Dans celle-ci, on va bombarder un noyau d'uranium-235 avec un neutron. Ce noyau d'uranium va ainsi se briser en 2 plus petits noyaux et va également émettre 3 neutrons supplémentaires. Cette transformation nucléaire va également s'accompagner d'une forte libération d'énergie. Mais on va également rencontrer la fusion. La fusion, c'est en quelque sorte l'inverse de la fission. On va ici assembler 2 noyaux légers en un noyau plus lourd. Si par exemple on fusionne du deutérium et du tritium, on va se retrouver avec un noyau d'hélium et un neutron. On a formé un noyau plus lourd à partir de 2 noyaux légers. Et c'est notamment une des réactions que tu retrouves à l'intérieur du Soleil. On l'a un petit peu abordé à travers cette vidéo, mais lors des transformations nucléaires, il y a de l'énergie qui est libérée. Mais tu ne vas pas avoir la même quantité d'énergie qui va être libérée en fonction des transformations nucléaires que tu vas rencontrer. Si on prend l'exemple des transformations nucléaires alpha, bêta+, et bêta-, la quantité d'énergie libérée, elle est relativement faible. Et en particulier, elle ne permet pas de produire de l'électricité ou de la chaleur à grande échelle. En revanche, la fusion, ce n'est pas la même histoire. La quantité d'énergie libérée, elle est ici beaucoup plus importante. Rends-toi bien compte que dans une bombe à hydrogène dite bombe H, on va simplement utiliser quelques kilos, voire au maximum quelques tonnes de composés, et on va obtenir une libération d'énergie vraiment colossale. Tellement colossale qu'on peut imaginer raser des villes de 10 km ou même de 100 km avec une seule bombe. De la même manière, la fission nucléaire produit également beaucoup d'énergie. Et en France, on est plutôt bien placé pour le savoir, puisqu'une grande quantité de notre électricité est produite à travers des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires fonctionnent en fissionnant de l'uranium-235. On a un peu de mal à se rendre compte des échelles d'énergie qui sont mises en jeu, mais une seule centrale nucléaire, ça peut largement remplacer quelques milliers d'éoliennes. Pour résumer ce qu'on vient d'apprendre, des isotopes ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. Et une des compétences qu'on va attendre de toi, c'est de savoir identifier des isotopes. Certains noyaux vont se désintégrer spontanément, avec les désintégrations alpha, bêta+, et bêta-, ou sous certaines conditions, la fission et la fusion par exemple. Et la compétence qu'on va attendre de toi ici, c'est de savoir reconnaître le type de transformation et ses principales caractéristiques. Tu dois également savoir que dans une transformation nucléaire, on va conserver les nombres A et les nombres Z. Et ça, tu dois savoir l'utiliser pour identifier des particules inconnues. Tu dois également savoir que les transformations nucléaires alpha, bêta+, et bêta- libèrent peu d'énergie. En revanche, la fusion, qu'on retrouve dans le Soleil, ou la fission, qu'on retrouve dans les centrales nucléaires, produisent, elles, beaucoup d'énergie. C'est tout pour cette vidéo. Avant de quitter, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.